Mesdames et messieurs, chers amis, merci pour votre présence, pour ce 4e épisode de notre feuilleton favori sur les lundis républicains et les valeurs de la République. On a la chance d'avoir Malek Shebel avec nous pour... Alors, vous allez être déçus, certains d'entre vous, probablement, parce que certains qui connaissent ses écrits auraient bien aimé que ce soit érotisme et Orient, beauté et sexualité, etc. C'est-à-dire un certain nombre de thèmes sur lesquels il s'est fait reconnaître. Non, c'est tout simplement sur la compatibilité des valeurs de la République, d'un islam moderne, des sujets qu'il maîtrise au moins aussi bien que les précédents que j'ai cités. Donc je voudrais en votre nom, au mien, le remercier chaleureusement d'avoir accepté cette rencontre et je laisse à Jean-Yves Boulic le soin, comme chaque fois, de présenter notre invité et d'animer cette rencontre. Alors, le conférencier de ce soir n'est pas qu'un intellectuel au sens de penseur conceptuel. C'est un combattant pacifique, évidemment, mais tenace et déterminé de ce qu'il appelle l'islam des Lumières. Son histoire commence... je ne vais pas raconter toute votre vie, mais enfin, il y a des épisodes qui sont intéressants. En Algérie, donc, à Skikda, où il est né en 1953. Alors, Malek Shebel a donc fait ses études ensuite ses études secondaires et supérieures à Constantine. Mais un événement aura été probablement déterminant, il voit déjà ce que je veux dire, de son parcours ultérieur. C'est que, alors qu'il était venu suivre un stage pratique de doctorat de psychanalyse en pédiatrie, il est orienté, faute de place, si j'ai bien compris, en gynécologie. Et voilà le jeune Malek, 23 ans, devenu assistant d'une gynéco russe à l'hôpital de Skikda. Du coup, ce n'est pas tout à fait un hasard si le sujet de son premier livre, publié en 1984, porte sur le corps en islam. Il va d'ailleurs y en avoir beaucoup d'autres, une trentaine de livres sur 25 ans. Auparavant, arrivé en France à la fin des années 70, Malek Shebel va collectionner, on peut dire, les diplômes. Pas moins de 4 doctorats. Quand même un record, je trouve. Un de psychopathologie et psychanalyse. Un deuxième d'anthropologie et de sciences des religions. Un troisième de sciences politiques à Paris. Un quatrième de sociologie à la Sorbonne. Des trophées qui, depuis d'ailleurs, dorment à l'université. Quant à ces livres, ils sont en effet de deux sortes. Ceux qui parlent d'amour, de sensualité, de sexualité en islam. Alors, citons le dictionnaire amoureux de l'islam, le Kama Sutra arabe, et même une anthologie du vin et de l'ivresse en islam, qui fait un peu provocation. Et puis ceux qui parlent d'idées, le sujet en islam, manifeste pour un islam des Lumières, l'islam et la raison, le combat des idées. Bref, il me semble que c'est un bon bagage pour un jour se présenter à l'Académie française. Mais c'est surtout une œuvre qui s'ouvre, comme on dit dans la tradition, qui ouvre, comme on dit dans la tradition, les portes de la compréhension. Malek Shebel a lancé, il y a peu de jours, avec d'autres intellectuels, l'Observatoire international de l'islam des Lumières. Il nous en dira quelques mots, je suppose, tout à l'heure. Car je crois savoir que son objectif majeur aujourd'hui, c'est vraiment d'expliquer, d'illustrer, de défendre, de promouvoir cet islam des Lumières et sa modernité qui est aussi un humanisme.
Il est lui-même d'ailleurs un homme des Lumières à la curiosité encyclopédique, puisqu'il est à la fois anthropologue, psychanalyste, historien, érotologue, enseignant, conférencier, écrivain, traducteur, chroniqueur et même grand reporter, non, je ne sais plus. Vous avez fait un reportage sur le pèlerinage à la Mecque dans Le Point, je crois. Il n'y a pas longtemps. Malek Chebel est avant tout un homme libre, un érudit ludique et courageux. Ses idées et ses propos en font un personnage singulier du monde islamique, où il ne compte pas que des amis, bien entendu. Mais quels que soient vos propos de ce soir, je n'imagine pas une seconde que cette conférence se terminera en pugilat, comme ce fut le cas à la Sorbonne, si j'ai bien compris, il y a déjà longtemps. Voilà, Malek Chebel, à vous. Monsieur le ministre, Monsieur Boulik, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très, très heureux d'être ici ce soir parmi vous parce que chacun vous dira, enfin ceux qui me connaissent vous diront que je me fais très très rare dans des manifestations de ce genre. Vraiment, très rare. Et pratiquement, je pense que c'est même la première de ma vie que je fais devant un public aussi choisi. La toute première, c'est vous dire que vraiment, je suis entièrement vierge, si vous voulez tout savoir. Donc, concernant le propos de ce soir, si j'ai bien compris, il s'agit de savoir si l'islam des Lumières était compatible avec les valeurs républicaines et dans quelle mesure, si l'hypothèse était vraie ou bonne, ou si elle pouvait se justifier, dans quelle mesure cet islam-là devait chercher les moyens d'accommodement avec la République et les valeurs républicaines. Je dirais pour commencer, pour être assez général, parce qu'évidemment le propos est complexe, et M. Boulik m'avait dit que je devais me limiter à une demi-heure d'intervention pour laisser la place au débat. Je dirais qu'il y a 3 niveaux très clairs à mes yeux concernant l'islam en France. Il y a ce que j'appellerais le pensé, il y a l'impensé et il y a l'impensable. Alors, le pensé est devant nous, si vous voulez. C'est ce qui se propose à nous quotidiennement. Je peux vous interrompre une seconde. Il sera dit que ma contribution ce soir est majeure et purement matérielle. Est-ce que quelques personnes, au fond, veulent bien venir? Il y a une dizaine de chaises de ce côté. Est-ce que vous voulez bien vous approcher et vous mettre sur les chaises? Comme ça, vous serez plus près de nous. Et comme ça, les personnes qui arrivent auront la chose facilitée. Voilà. Et si quelques personnes latéralement veulent bien aussi avancer et se mettre sur les côtés, ce sera plus simple. Je ne vous interromps plus, je vous promets. Voilà, donc je pense que commençons par le penser, puisque c'est la chose la plus accessible, si vous voulez, à nos yeux. L'islam est en France. Ça, c'est une évidence. Il est en France depuis longtemps, on peut en parler. On peut, si vous voulez, faire le travail de l'historien et vérifier depuis quand l'islam est en France. Mais le fait est qu'aujourd'hui, l'islam fait partie du tissu social et du tissu des sensibilités françaises. Je dirais, ce penser-là est pensé toujours d'une manière, je dirais pas partielle, mais en définitive utilitaire. Et l'idéal serait que ce penser-là puisse être également pensé dans sa profondeur historique et anthropologique. C'est un peu le rôle que moi j'essaye de jouer dans cette partition. C'est essayer de donner, si vous voulez, les clés qui nous permettent à tous d'aller au-delà de ce qui est pensé, au-delà de ce qui est visible. Alors il y a l'impensé de l'islam, un impensé qui est très fort, parce que précisément dans cet islam qui existe en France, on ne nous dit pas quel type d'islam existe vraiment en France. Et les promoteurs de cet islam-là nous ne le disent jamais. Quand quelqu'un vous parle de l'islam, il ne vous dit pas, voilà, je me positionne, je suis monsieur X,
identifié masculin de tel âge, tel background, tel niveau social. Je vous parle de tel islam, c'est-à-dire d'un islam sunnite pacifique. C'est exactement ma partition. Moi, c'est l'islam sunnite, pacifiste, vivant en France et acceptant les règles républicaines et devant les respecter. Et mieux encore, apportant son obol à ces règles-là. C'est-à-dire que c'est un islam positif qui veut participer au débat national d'une manière constructive. Mais les autres ne vous le disent pas. Moi, je l'écris et je le dis. Les autres peuvent être chiites, par exemple. Ils peuvent être sunnites, mais d'une autre école. Ils peuvent être dans l'islam, dans la mosaïque musulmane, ils peuvent être tenant d'une tendance qu'on pourrait qualifier, nous, de notre point de vue, fondamentaliste. Mais ils ne vous diront pas. Un fondamentaliste, évidemment, ne viendra pas vous dire « Voilà, je suis un fondamentaliste et je veux vous imposer une idéologie fondamentaliste. » Donc, il y a un impensé. Par exemple, ils peuvent prendre quelques recommandations d'un certain nombre d'officines ou d'idéologues habitant à l'étranger. Par exemple, ils ont des vues au niveau de la société musulmane, ou de la minorité musulmane vivant en France, ils ont une perspective de l'acter pour qu'elle puisse développer un islam qui ne serait pas compatible avec les règles de la République. Et puis il y a un impensable, l'impensable total, qui est de quoi parle-t-on quand on parle d'islam réellement? Parce que je vous rappelle que l'islam est une religion qui concerne 1,6 milliard de musulmans dans le monde. Aujourd'hui, ce sont les chiffres qui viennent de tomber. D'ailleurs, c'est un organisme américain qui les a proposés, après que le Vatican ait donné un chiffre un peu inférieur l'année dernière, ou il y a 2 ans, en disant que les musulmans dans le monde sont 1,4 milliard. Et pour la première fois, selon donc le Vatican, les musulmans viennent de dépasser d'un chouïa les catholiques, pas les chrétiens, mais les catholiques. Ils sont moins nombreux que les chrétiens, mais plus nombreux que les catholiques. Et donc, on suppose, on anticipe que dans les 25 années à venir, les musulmans seront à peu près dans un volume équivalent aux chrétiens dans le monde. Ce qui posera d'ailleurs, d'ici là, d'autres problèmes de formatage, d'autres problèmes d'équilibre des forces, etc. Mais donc, 1,6 milliard de musulmans dans le monde, toutes tendances confondues, en sachant que chacun peut se prévaloir d'un niveau de doctrine au niveau de l'islam, en allant piocher dans la doctrine et en choisissant le siècle et l'idéologue qui l'intéresse. Donc il y a ici en France des gens qui parlent au nom, par exemple, d'Ibn Taymiyyah, je prends le cas, la personne la plus éminente, mais ils ne vous disent pas qu'ils sont allés dans l'écorce des représentations musulmanes au XIIIe, XIVe siècle. D'autres vous parlent du 7e et du 8e siècle. Quand, par exemple, on s'exprime sur la burqa, c'est forcément 7e, 8e siècle, pas plus tard. Donc, nous sommes là dans un impensable total qui fait que nous n'arrivons pas à savoir, à chaque fois, d'où et de quelle autorité se réclame le locuteur qu'on a en face de nous. Et donc, face à ces 3 questions-là, se pose la question fondamentale. Comment faire pour que l'islam, malgré tout, l'islam que nous aimons tous en commun, parce qu'apparemment, si vous êtes là, c'est que vous aimez cet islam-là. Vous n'êtes pas porteur d'un islam fondamentaliste qui veut élever des barrières entre les communautés. Que fait-on? Que faire, pour reprendre l'interrogation, la grande interrogation du début du XXe siècle? Eh bien, je pense que l'islam a dans sa constitution, a dans son organisme, a dans son ADN, comme disent les politiques d'aujourd'hui, la possibilité de se marier avec les valeurs républicaines. Non seulement je le crois profondément, c'est avec toute la sincérité que je vous le dis, mais même d'évidence, on peut parfaitement revenir à la structure de l'islam et vérifier que l'islam est capable de porter des projets de type républicain. Il l'a fait déjà dans le passé, et il a su marier à la fois les sensibilités, les politiques publiques, les projets
Il a su marier le savant avec le théologien. Il a su marier le temporel avec l'intemporel. Et chaque fois que l'islam est capable de faire ça, il est capable aussi de faire de grands progrès au niveau de la civilisation. Chaque fois que l'islam oublie cette vocation-là, de devoir marier ses valeurs intrinsèques, ses valeurs cultuelles, avec les valeurs républicaines, il régresse et il produit des monstres nouveaux et qui viennent de nulle part et qui veulent par tous les moyens introduire ou inclure ou proposer une autre société beaucoup plus radicale, beaucoup plus de confrontation. Donc l'islam a ça, je peux vous citer tout simplement la période abbasside qui a été la période la plus féconde pour ce qui est de la culture et de la civilisation arabo-musulmane, et par certains côtés, il y a certaines rivières ou certains affluents qui nous nourrissent encore aujourd'hui de cette sève-là, de cette culture-là, et ne serait-ce que les mille et une nuits que nous partageons tous, que nous avons tous partagé quand nous étions gamins, comme conte récurrent, eh bien, il vient de cette période des Abbassides, 10e siècle, Bagdad, qui nous a permis de voir qu'il pouvait y avoir à Bagdad, au 10e siècle, alors que l'islam n'avait que 3 siècles d'existence, il était encore tout jeune, il pouvait y avoir une société parallèle qui est une société totalement profane, à côté d'une société culturelle et religieuse. Et donc c'est un exemple éclatant. L'Andalousie a démontré qu'elle pouvait également marier la culture ancestrale juive avec la culture chrétienne et la culture musulmane. Évidemment, nous parlons d'une société élégante et raffinée qui est plutôt du haut de la pyramide plutôt que du bas, parce qu'on n'a pas d'études très approfondies sur la fraternité qui pouvait lier les communautés sur le terrain. Mais sur le terrain, moi, je n'ai pas peur des gens sur le terrain. J'ai surtout peur des gens qui sont au sommet et qui font de l'idéologie, et qui utilisent et qui détournent le fleuve, et qui font le fleuve détourné pour rappeler le titre d'un des livres d'un de nos collègues, Rachid Mimouni, qui est mort. Donc, quand on a dit ça, on a à peu près dit l'essentiel. Lorsque, en 2001, le 11 septembre 2001, bientôt dans un an, on va commémorer le 10e anniversaire de cet événement majeur. J'ai vu la déferlante sur une base religieuse et idéologique, qui veut nous faire dire que l'islam, dans sa totalité, dans sa globalité, sans nuance, est mauvais et qu'il est l'ennemi de l'Occident. Je me suis dit, il faut justement se battre, et se battre comme nous sommes des baladins aux mains nues. Je me suis dit, avec quoi pouvons-nous nous battre? C'est avec le concept. Je dis, il faut provoquer un dépassement de cet événement par le concept. Et le concept est là, celui de l'islam des Lumières. J'ai dit qu'il y avait, face à l'islam de la fatwa, l'islam de la djihad, il y avait un islam des Lumières. Et que même, je dirais que même l'islam de la fatwa, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que l'islam de la fatwa n'est fait que la fatwa en elle-même, étant donné que c'est un avis autorisé d'un groupe de religieux qui ne sont pas mandatés, comme dans le cadre de la République, pour parler au nom de la population, et qui tiennent des propos visant à condamner quelque chose, à interdire ou à condamner quelque chose, voire même à assassiner un écrivain qui ne plaît pas au leader charismatique, au mollah tout-puissant. La fatwa donc elle-même, dans mon projet à moi, doit être contrôlée, doit être sous contrôle, doit être contrôlée par l'autorité, je veux dire, civile, religieuse et politique. C'est-à-dire que ce sont les personnalités qui représenteraient éventuellement, idéalement, la société arabo-musulmane aujourd'hui, étant donné que nous ne sommes plus dans des théocraties. Je prétends que nulle autorité, aucune autorité ne peut aujourd'hui en droit émettre une fatwa contre qui que ce soit si cette fatwa ne passe pas par un conseil de religieux tout à fait autorisé à la prendre. Et la fatwa, en plus, ici en Occident, nous n'avons que la version négative. La fatwa peut être tout à fait positive. Tous les imams de la planète musulmane prennent des fatwas tous les jours. Tous les jours, ils prennent des fatwas. La fatwa pour un gamin qui ne va pas à l'école, ou quelqu'un ou un couple qui est en voie de se disloquer, ils prennent des fatwas pour réparer le tissu social qui est abîmé. Donc les fatwas peuvent être positives et pas seulement négatives. Et moi je dis, la fatwa négative est véritablement un signe du déclin de l'islam.
Et il faut aller jusqu'à même interdire la fatwa. Faire une fatwa contre la fatwa, si vous voulez, négative. Pour le reste, les 27 propositions que j'ai isolées, que j'ai identifiées dans le manifeste pour un islam des Lumières, sont encore valables aujourd'hui. Malheureusement, le livre est épuisé. On me l'a demandé ici pour vous, pour le mettre à votre disposition. Il est épuisé. Mais une réédition prévue par Hachette à la rentrée. Toutes les propositions que j'ai énoncées, c'est-à-dire l'accès à la démocratie, le statut de la femme, la liberté de conscience, la possibilité de création pour tous les créateurs, quel que soit leur support, quelle que soit leur profession, etc. Donc les 27 propositions sont, je les reconduis telles quelles encore aujourd'hui. Et ce dépassement par le concept me paraît absolument indispensable. C'est la participation que les intellectuels peuvent amener au vivre ensemble, ici en France, mais également dans le monde. Et mieux encore, pour être plus précis, je prétends que la théologie que nous pouvons ici inventer, imaginer pour nous-mêmes, ici dans le cadre français, dans ma vision à moi, elle peut être valable pour l'ensemble de l'islam. Elle est valable sûrement pour l'ensemble européen. Ça, c'est à coup sûr. Parce que souvent, quand je voyage en Europe, on me dit « Qu'est-ce que vous faites en France ? Quelle est la position que vous prenez ? Quelle est la posture que vous avez décidé de prendre en France ?» Et en fonction de ça, ils décident souvent, les Belges, les Suisses et d'autres, en fonction de la position, de la posture française. Donc les musulmans de France ont un rôle très important au niveau européen. Et sur le plan théologique, je prétends que si nos idées sont bonnes, elles peuvent être également généralisables à l'ensemble de l'islam. Et c'est en cela que je dis la force du concept est une force absolument révolutionnaire, parce qu'il suffisait de poser les mots sur les problèmes qui existent pour que, par le biais des médias, on peut les généraliser ou vérifier au moins si elles sont généralisables. Et donc, ce travail-là, un peu de la fonction de l'intellectuel, c'est-à-dire de proposer des idées et vérifier sur le terrain si elles sont valables et voir recueillir un peu la réaction et puis corriger au fur et à mesure et améliorer un peu le process. Donc ce travail-là, il est à notre portée. Il est à notre portée et en France, nous sommes tout à fait en mesure, par la qualité des intervenants au niveau français, de le porter au plus haut niveau. Et je pense que nous avons démontré un peu par l'exemple seulement, parce que nous n'avons pas fait une publicité énorme, que les communautés en France, et notamment la communauté musulmane, est en mesure de vivre en paix sur cette terre. Je ne suis pas un politique, je ne suis pas évidemment le ministère de l'Intérieur, je n'ai pas les chiffres totalement ni précis, ni le diagramme des gestes qui auraient pu être faits au nom de l'islam, des gestes malveillants en France, mais à ma connaissance, la plus grande majorité des musulmans vivant en France cherchent à vivre en paix et respectent vraiment les valeurs républicaines. Je n'ai pas trouvé une seule personnalité de valeur, évidemment, qui prêche l'antinomie, l'antagonisme avec les valeurs républicaines. Tous ceux qui font ça ont évidemment des ambitions plus ou moins masquées et veulent jouer un rôle plus politique, plus idéologique que religieux. Pour ce qui est du religieux, pour ce qui est des religieux, je n'ai pas entendu un imam sérieux prêcher la guerre sainte ou dire que la femme musulmane, pour ne pas parler de toutes les femmes, qui ne porte pas un voile, n'est pas une bonne musulmane. J'ai très peu entendu de la part d'imams sérieux des grandes institutions musulmanes de France. Donc, moi, je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là pour dire qu'il y a du bon dans cette communauté-là et qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et que peut-être c'est avec le dialogue que nous arriverons à résoudre un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, l'exemple nous le confirme. C'est parce que nous avons dialogué, parce que les autorités publiques ont dialogué avec les représentants des musulmans qu'un certain nombre de problèmes ont été réglés, sinon neutralisés majoritairement. Mais évidemment, je répondrai à toutes les questions, même les plus délicates, parce que je suis partisan du parler vrai. N'allez pas jusqu'à l'insulte, parce qu'elle est intolérable au vu même des valeurs républicaines et du vivre ensemble. Mais pour le reste, vous pouvez vous réclamer
d'un parler vrai, totalement, je suis là pour vous répondre. Sur tous les sujets, y compris les sujets les plus aigus, qui vous paraissent les plus embêtants. Alors, de cet islam des Lumières, dont vous êtes vraiment le promoteur, qu'est-ce qui est prioritaire, au fond? Quelle pourrait être ou quelle devrait être l'idée force qui serait capable de rallier une majorité de musulmans et qui serait regardée positivement aussi par l'Occident, par les autres confessions? Est-ce que c'est la séparation du religieux et du politique? Est-ce que c'est le statut de la femme? Est-ce que c'est la liberté d'opinion et le respect de l'autre? Qu'est-ce qui prime? Moi, je mets l'accent surtout sur la capacité qu'a l'islam, ou en tout cas l'islam des Lumières, celui que je préconise, de pouvoir endosser l'idée de progrès, l'idée du partage des connaissances, du partage des contenus de connaissances et des contenus et des éléments du vivre ensemble où que nous soyons. C'est-à-dire que l'idée que l'islam ne tourne pas le dos au progrès au sens large, au progrès humain, et pas seulement au progrès, si vous voulez, c'est pas seulement le progrès, c'est pas l'étude des textes, c'est pas l'étude du Coran ou l'approfondissement du Coran, non. Là, c'est pas ma vision à moi, ma vision est beaucoup plus laïque de cette chose-ci, et je dis que le progrès au sens large doit être également non seulement accepté par les musulmans, toutes tendances confondues, mais également préconisé comme une possibilité de rapprochement avec les autres. Mais enfin, pour le reste, le statut de la femme, nous le savons. Je crois que je le dis et le redis tout le temps, et je l'écris, ceux qui pensent que la femme musulmane, pour être musulmane, doit porter la burqa, je dis, peut-être que certaines veulent porter le burqa pour être musulmanes à leurs propres yeux, mais moi je milite pour défendre l'idée que celles qui ne veulent pas le porter puissent le faire. Et c'est donc dans l'élargissement des choix que je vois la possibilité de traduire ou de traduction de la diversité des opinions et des attitudes. Alors, statut de la femme, mais également, j'ai esquissé quelques phrases là concernant la fatwa. Je pense que d'entrée de jeu, il faut dire à toutes les autorités musulmanes de par le monde, parce qu'en France, on n'est pas habilité à prendre des fatwas de toute façon, mais de par le monde, que prendre une fatwa un peu anachronique, comme celle qui a été prise à l'encontre pas seulement de l'écrivain Rochdi, mais des fatwas contre une femme qui tombe enceinte après avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, et de vouloir faire de ce cas-ci un exemple qu'on puisse montrer à l'échelle du monde, je dis que c'est absolument contre-productif. Faire une fatwa pour dire, parce qu'il y a des fous furieux de la théologie, des théocrates qui s'ignorent peut-être, mais faire une fatwa pour dire que l'excision n'est pas incompatible avec l'islam, je dis c'est pas possible. Une fatwa pareille est contre-productive par rapport à l'islam lui-même, puisque l'islam n'a jamais préconisé que l'excision puisse être une donnée de l'islam. Faire une fatwa pour dire que les statuts de Bamiyan en Afghanistan sont une aberration aux yeux de l'islam parce que c'est des statuts d'une religion polythéiste ou païenne ou pré-islamique, ne serait-ce que pré-islamique, je dis que c'est une aberration parce que l'islam n'a jamais appelé à détruire des statuts au nom de quelque doctrine que ce soit. Faire une fatwa en disant que si dans un établissement scolaire, les enfants sont appelés, les enfants, les filles, pour ne parler que des filles, mais enfin, souvent c'est le problème. Le problème numéro un, messieurs, et un peu par l'observation, en fait, quand on est sociologue dans le monde arabe et musulman, c'est surtout la femme. C'est que si on règle le problème de la femme et le statut de la femme au sein de l'islam, on aura réglé à peu près 80% des problèmes qui se posent à l'islam d'aujourd'hui.
Donc c'est quand même énorme, la femme. C'est pourquoi tout le monde focalise son attention sur la question de la femme, parce qu'elle est l'indicateur numéro un, le curseur numéro un de la compréhension de la vitalité et du renouveau de l'islam d'aujourd'hui. Et moi en premier, je travaille beaucoup sur ce sujet-là. Je travaille sur la femme depuis 25 ans. Enfin, je travaille sur elle, au sens métaphorique du terme, évidemment. Au sens métaphorique du terme. Je vois le rabbin Haïm Koursia qui me surveille là. Donc, je pense que le statut de la femme est un indicateur de choix, pour répondre à ta question. On se connaît, hein, donc c'est pourquoi je me permets de le tutoyer. Est un indicateur de choix, de savoir quel type d'islam nous voulons. Ici et maintenant, pas dans un siècle, ici et maintenant et tout de suite. Est-ce que nous voulons un islam? Parce qu'il y en a deux islams, il n'y a pas 36, il y a deux islams. Il y a un islam de la confrontation, un islam de la négation, un islam qui nie l'autre, un islam qui s'oppose à l'Occident et qui veut se mettre en face de l'Occident pour exister déjà. C'est un islam de la fatwa et de la guerre sainte. Et cet islam est récusé, y compris par les musulmans eux-mêmes. Et l'autre islam, c'est l'islam des Lumières, que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu un seul musulman le récuser. Pour une raison simple, c'est parce que précisément je milite pour que la dignité de l'islam, la dignité intrinsèque de l'islam ne se gagne pas à l'extérieur, elle se gagne à l'intérieur. Si les musulmans sincères sont dignes dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur relation avec les autres, a fortiori, ils le seront aux yeux des autres et ils gagneront en dignité face aux autres. Si les musulmans eux-mêmes se manquent de respect à eux-mêmes et propagent des idées incendiaires, des idées malsaines, des idées négatives, a fortiori les autres vont relayer, vont embrayer là-dessus pour leur renvoyer évidemment l'image négative qu'ils ont eux-mêmes donnée. Donc je prétends qu'il y a deux islams, il n'y a pas 36 000 islams, on vous dit il y a l'islam turc, l'islam africain, l'islam maghrébin, l'islam ceci, l'islam cela. Non, il y a un islam fondamentaliste, il y a un islam des Lumières. Point. Et à 90%, dans le monde, c'est l'islam des Lumières qui, heureusement, prédomine. Il y a évidemment une minorité de fondamentalistes, joyeux même, et qui sont roublards au possible et qui savent d'ailleurs manipuler notre propre agenda. Hein. Depuis 10 ans, c'est eux qui décident quels sont les thèmes sur lesquels nous devons nous expliquer, et toujours venus de l'extérieur sur un certain nombre de sujets, la guerre sainte, la fatwa, la burqa, etc. Vous constaterez toujours que c'est des sujets qui viennent d'ailleurs, et c'est à nous de nous positionner, de savoir s'il faut faire une loi ou pas contre la burqa. Et une commission de députés pendant 6 mois qui travaille là-dessus. Alors que le thème est exogène même à l'islam, parce que la burqa n'est pas un vêtement musulman. Et donc l'islam des Lumières est l'islam qui, à mes yeux, domine largement au niveau à la fois quantitatif et qualitatif. L'islam des Lumières quand même se revendique de gens comme Averroès, comme des gens qui ont réfléchi au lien entre la foi et la raison, au lien entre le temporel et l'intemporel, au lien entre le lien du vivre ensemble, je veux dire la capacité qu'a le musulman sincère, honnête, de vivre avec tous les autres, et sans se renier, sans jamais se renier. Alors, on parle de réformistes et de réformateurs musulmans, mais qu'est-ce que veut dire exactement le mot réforme en islam? Ah oui, non, mais c'est pas la réforme. Ah oui, non, quand je vais en Suisse, ils me disent, mais vous êtes plutôt Calvin ou Luther? Je dis, non, je suis entre les deux. Je leur dis, je suis entre les deux. Non, la réforme, comme les Lumières, je dois quand même préciser le concept. Évidemment, je ne prends pas du siècle des Lumières européen sa dimension anticléricale. Vous avez bien compris que ce n'est pas ça qui m'intéresse dans le siècle des Lumières ou dans le mouvement des Lumières. Je prends des Lumières la dimension accès au progrès, ouverture au monde, tolérance pour les autres, respect pour l'individu. Je devrais même ouvrir un chapitre spécial sur l'individu, parce que je prétends que l'islam n'avancera pas dans son progrès interne même, s'il ne fait pas plus de place à l'individu par opposition à la communauté. Jusqu'à maintenant, tout un chacun, tout musulman se débarrasse de ses propres problèmes à lui sur la communauté musulmane qui est informe, qui n'existe pas, puisqu'elle n'a jamais existé. Et la communauté musulmane, malin celui qui vous donnera une définition de la communauté musulmane. Je dis, tant que l'islam est géré par la communauté, où on délègue tout à la communauté, on met tout sur le dos de la communauté, il n'y a aucun sujet musulman qui dit « moi je suis responsable de ceci et de cela ».
Et par conséquent, j'ai à rendre des comptes, d'abord à ma conscience, et puis à mon voisin, à mes partenaires, à mes amis, et même à mes adversaires. Donc les musulmans, c'est pourquoi vous ne trouverez jamais un musulman qui vous dise, voilà, je suis responsable de tel acte. Donc je ferme la parenthèse pour dire que l'individu est absolument capital. Et pour le reste, c'est, je veux dire, la réforme, c'est pareil. La réforme, il y a eu un mouvement de réformateurs musulmans. On peut peut-être les appeler réformistes. Bon, on peut peut-être discuter au niveau du concept, au niveau de la philosophie. Le fait est qu'au XIXe siècle, il y avait un mouvement de réformateurs musulmans important, puisqu'il a concerné quand même une certaine catégorie d'intellectuels égyptiens, syriens, libanais, etc., qui sont formés d'ailleurs, qui étaient formés en Occident, et en particulier en France, qui sont revenus avec des concepts novateurs français, parce qu'ils les ont vus appliqués en France, et ils ont voulu les appliquer dans le contexte du Proche-Orient. Proche-Orient, qui était d'ailleurs dans une situation évolutive, puisque le califat ottoman était en voie de déliquescence avancée, même très avancée, puisqu'il régnait que sur Topkapi, le palais du calife, et c'est tout, puisque d'abord tout l'Empire ottoman a été morcelé un peu partout, et restait donc des idées ottomanes, et éventuellement un encadrement social ottoman, mais pour le reste, les intellectuels devaient fabriquer ou se fabriquer une modernité à leur mesure. Ça a échoué, malheureusement, parce que par la suite, il y a eu les décolonisations qui ont un peu bousculé tout ça. Mais de toute façon, ça a échoué aussi parce que les intellectuels sont restés seulement au niveau supérieur de la société bourgeoise de l'époque, et donc ça n'a pas du tout pris dans la société globale. Mais pour le reste, l'idée de la réforme est inscrite dans le développement même de la philosophie musulmane depuis le XIe siècle. Parce qu'à mes yeux, le siècle des Lumières, on parle, quand je dis l'islam des Lumières, j'ai l'exemple évidemment de l'Andalousie, qui était comme le lieu où les communautés pouvaient se parler sans se faire la guerre, et qui ont produit sur plusieurs siècles, c'est pas seulement quelques semaines, hein, c'est plusieurs siècles qu'ils ont produit une civilisation brillante, et y compris d'ailleurs des débats théologiques très, très avancés, très poussés, et sans compter évidemment les développements scientifiques. Donc je dis, oui, réformateur, tout un chacun, et chaque fois que je prends cette image-là, tout un chacun qui s'améliore pour lui-même, améliore l'ensemble de la religion à laquelle il appartient.